Donc, bienvenue. N'hésitez pas à vous installer. Il y a encore des chaises devant. Et il y a même des chaises confortables sur le côté. Vraiment, beaucoup de gratitude, comme d'habitude, de vous voir si nombreux présents, bien présents à ce 13e émerveillement matinal. J'ai même du mal toujours à le dire. Ça fait 13 fois, mais c'est toujours compliqué. Et bien présents aussi les personnes qui nous suivent à distance, que je salue. Le concept est simple, c'est de mettre en miroir un sujet avec la parole d'un ou d'une naturaliste qui donne voix au non-humain, au vivant, voilà, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre ou de voir. Et côté entreprise, un humain de l'entreprise qui parle du même sujet, mais côté entreprise. Le lien entre les deux sujets, l'idée, c'est que chacune vont parler de leur sujet et le lien entre les deux sujets, c'est vous qui allez le faire. Donc voilà, je compte beaucoup sur vous pour que dans la partie questions-réponses, vous puissiez faire des liens entre les deux interventions et que finalement l'échange puisse continuer dans cette partie de questions-réponses. L'idée, c'est que on commence à 8h précises et que ça termine à 9h précises. Donc, c'est assez timé. Voilà, je vais commencer aussi par les remerciements parce que pour ne pas les oublier. Donc, Événement Matinal, c'est un événement bénévole qui existe grâce à chacun de vous, à chacun de nous et aussi grâce aux partenaires de l'événement. Donc, déjà, je voudrais vraiment remercier chaleureusement Olivia Cuir qui nous accueille donc d'Esprit d'Essence et avec Zadiga Event qui nous accueille dans ses locaux. Donc voilà, je pense qu'on a beaucoup de chance. Et à ses équipes, donc Elsa qui est là et puis Sandra. Voilà, j'ai plus mes lunettes. Et voilà, c'est l'âge. Je voudrais vraiment dire bienvenue à Céline Varenne-Souchon de Mangrove, qui est de partenaire, qui nous a régalé ce matin des viennoiseries. mais très heureux qu'elle ait rejoint les partenaires. Ça a beaucoup de sens qu'elle soit là aussi, puisqu'elle est dans le design sociétal et aussi dans l'écoute et dans l'inclusion des personnes peut-être plus fragiles ou moins écoutées. Voilà, je voudrais remercier donc Axel, mon neveu Arthur qui est au fond, qui s'occupe de la visio, pour la technique. Et donc merci aussi à Charlotte qui est la graphiste d'Agissez Maintenant depuis 7 ans, à Chloé qui m'aide pour la com, qui a fait des très jolis posts que je vous recommande de lire, notamment un sur le leadership chez les vaches, je vous recommande. Et je remercie aussi Émilie Daka, donc je fais Archipel Kiosé. Il y a aussi donc Guillaume et Cécile, Archipel étant mon collectif d'indépendants. C'est très important pour moi comme indépendant finalement de pas entreprendre seul et d'être dans une logique de petite abeille, c'est-à-dire d'être indépendant tout en travaillant pour le collectif. Voilà. J'ai bien sûr oublié Nicolas, Sébastien qui va prendre les photos avec Nicolas, etc. Et j'oublie sûrement d'autres personnes. Donc, en cette 7e année d'Agissez Maintenant, j'avais envie de me remercier de ne pas avoir lâché le morceau. Parce que franchement, quand j'ai commencé à faire de la bio-inspiration, les gens me disaient « mais il a fumé la moquette celui-là ». Et effectivement, je n'ai jamais laissé tomber parce que pour moi, j'avais l'impression de devenir intelligent quand je regardais le vivant. Et le vivant, ça rend drôlement intelligent. Donc je suis content d'avoir des gens qui commencent à y croire aussi. Parce que plus on développera notre culture du vivant, plus aussi nos organisations, notre économie, c'est en tout cas ma croyance, sera aussi plus respectueuse du vivant. Alors, aujourd'hui, je vous rassure, je vais pas monopoliser la parole. Je suis heureux d'accueillir Florence qui va nous parler de chevaux que je vous présenterai plus en détail et qui va chuchoter cheval à nos oreilles d'humains. Et Valérie, qui nous parlera de leadership et du super pouvoir de l'intention. Et merci à vous tout à l'heure de faire le lien comme je l'ai dit.
Mais alors, dans les émerveillements matinaux, je vous propose, si vous le souhaitez, bien librement, de commencer par nous accueillir. Parce que nous, humains, on est très cérébraux et on oublie qu'on a un corps. Voilà. Donc, je voudrais simplement, si vous le souhaitez, de bien vous rasseoir, d'être bien sur vos assises. Imaginez un peu comme si vos pieds étaient enracinés au sol et que vous ayez des racines qui commencent à rentrer dans le sol. Et puis, vous pouvez faire un petit body scan pour savoir comment ça se passe dans ce corps-là. Est-ce qu'il y a des choses qui sont tendues? Et simplement, comme un enfant qui crie, voilà, la première chose, c'est d'écouter ce qui se passe. Et puis, je vous invite tout simplement à faire 3 grandes respirations avec le bas du ventre. On peut respirer sur 4, maintenir sur 6, et expirer sur 8. Et je vous laisse continuer. Bienvenue à vous. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter Florence. Avant, j'avais la charge de donner ma définition du leadership. Et j'étais un peu paresseux. Je reprends celle de Gandhi. Soyez le changement que vous voulez être dans le monde. Et pour moi, le leadership, c'est avant tout une histoire d'alignement de soi-même entre notre désir profond, notre intention, nos valeurs, nos actions. Et comme par miracle, les vivants, c'est ce que l'on va la voir, les humains, ils sont sensibles quand on est aligné entre les trois éléments. Plus qu'une volonté finalement de vouloir avec un fouet que les gens nous suivent. Mais c'est avant tout d'être des personnes, des hommes et des femmes incarnés et alignés. Alors, je vais m'asseoir. Et je vais vous présenter Florence Beffet. Alors, Florence qui va nous parler des chevaux. Tu es consultante, formatrice, coach et équicoach. Donc, la palette de tes compétences et de ton expérience est très large. Tu as été notamment directrice d'EHPAD. Et depuis 9 ans, tu es consultante auprès de directions d'EHPAD. Tes compétences se sont étoffées au contact, comme tu le dis, des humains. Et je trouve ça beau aussi de reconnaître ça. Et plus surprenant, au contact des chevaux. Avec eux, tu as développé ton sens de l'observation, l'écoute active, ton intuition et ta sensibilité. Et j'ai été témoin, et je t'en remercie, en préparant cette émerveillement matinale, de ton amitié pour tes chevaux, et notamment un cheval blanc que vous allez voir, et j'en dis pas plus, et la forte connivence que tu as développée avec eux. Cette complicité, elle te permet d'accompagner les humains qui souhaitent progresser dans leur connaissance d'eux-mêmes, d'identifier leur posture juste et de trouver leur place dans leur équipe. Les aider à transformer leur regard pour favoriser le changement. Ça te va? Ok. Aujourd'hui, donc, tu vas nous parler d'un peuple à connaître et à aimer, les chevaux. Ça, et je vais te passer la zapette. Mon Dieu, ça me fait trop de choses. Je vais m'en occuper si tu veux. Eh ben, je veux bien. Je te dirai. Voilà. Alors, bonjour à tous et merci de vous être levés si tôt pour venir découvrir qui sont les chevaux. Je vais essayer en un quart d'heure de vous en parler. C'est un peu juste un quart d'heure, mais on va essayer quand même. Alors déjà, ce qu'il faut savoir du cheval, c'est que c'est un animal.
Et donc, comme tous les animaux, il a un certain nombre de caractéristiques. Et l'une d'entre elles qui est particulièrement... Elles sont toutes intéressantes, hein, donc je vais toujours dire particulièrement intéressantes, parce qu'elles le sont toutes. La première, c'est que c'est un individu qui est dans le présent, qui vit dans le présent. Le passé n'existe pas, et le futur encore moins pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de mémoire. Ça veut juste dire qu'il n'est pas en capacité de poser dans le temps les événements qui l'ont marqué. Donc il est là, il est dans le présent, et quand on est avec lui, on ne peut être que dans le présent. Il nous ramène au présent. La deuxième chose, c'est que c'est un animal qui est, enfin, comme tous les animaux, il est sans filtre. Les convenances sociales, religieuses, morales, tout ça, ça ne l'intéresse pas du tout. Donc quand on est en contact avec lui, quand il nous renvoie des choses, il nous le renvoie de manière complètement spontanée, sans se préoccuper de la taille qu'on a, de l'âge qu'on a, d'où on vient, voilà, tout ça, ça n'intéresse pas du tout. Et puis la dernière chose qui est importante à comprendre aussi, c'est que le cheval, il est comme nous, il a un cerveau qui est divisé en 3 grands, on va faire simple, hein. Le cerveau limbique, qui est le cerveau des émotions, le cerveau reptilien, qui est le cerveau de la survie, du réflexe de survie, et puis le néocortex, qui est le cerveau de la pensée. Et le cheval, il a un petit néocortex, et en plus, il ne l'utilise pas complètement. Donc, il est surtout dans les émotions et dans le réflexe. Voilà, ça c'est aussi important à comprendre. Voilà, tu peux passer. Et donc, une chose qui est importante aussi vraiment à identifier, c'est fondamental quand on est avec le cheval. Le cheval, vous savez, dans la nature, on a les prédateurs et les proies. Et cette grosse bête-là que vous voyez est une proie. C'est-à-dire que, en fait, il est susceptible d'être mangé. Les prédateurs mangent les autres individus et la proie, elle mange de l'herbe. Et lui, il ne mange que de l'herbe. Enfin, il mange des végétaux. Et donc, c'est une proie. Et comme toutes les proies, sa peur fondamentale, c'est d'être mangé. C'est plus fort que tout. Un cheval qui se sent pas en sécurité, il va arrêter de manger. Il n'a pas les mêmes besoins que nous. D'abord, c'est la sécurité. Un cheval qui est durablement en insécurité est susceptible de se laisser mourir de faim. Donc la sécurité, c'est l'essentiel. Et ensuite, cette grosse bête, elle a une caractéristique physique, enfin elle en a plein, mais l'une d'entre elles, c'est qu'il est conçu pour fuir. Donc un cheval qui a peur pour sa sécurité, qui a peur d'être mangé. C'est même un cheval domestiqué, hein, ça reste chez lui. C'est quelque chose qui est tellement ancré à l'intérieur de lui que même enfermé dans un box, il a peur d'être mangé. Voilà. Et donc sa priorité première, c'est la fuite. En fait, un cheval n'attaque jamais. Un cheval qui attaque, c'est un cheval qui ne peut pas fuir. Un cheval qui peut fuir, il attaquera jamais. Donc le cheval n'est pas dangereux pour nous en fait. Il va jamais nous mordre, il va jamais chercher à nous attaquer, il va jamais nous taper. C'est vraiment s'il peut pas faire autrement. Voilà. Et donc ce cheval qui a un besoin de sécurité plus que tout, il a développé un certain nombre d'autres besoins pour sa sécurité, et ces besoins ont généré chez lui des caractéristiques, et ce sont ces caractéristiques qui nous intéressent énormément en tant qu'équicoach ou en tant qu'équithérapeute, et je vais donc vous les développer. Donc la première caractéristique, tu peux passer, c'est qu'il a besoin de vivre en groupe. Le troupeau est indispensable pour lui. Un cheval tout seul dans un pré, c'est juste une hérésie. Il a besoin des autres, il a besoin d'être autour des autres parce que les autres le sécurisent en fin de compte. Et donc c'est un animal très sociable, tu peux y aller, qui a besoin d'être en contact avec les autres en permanence. Donc il a a priori envie d'être avec nous, puisqu'il est sociable. Alors nous, il nous voit pas comme des humains, hein, il nous voit comme des proies ou des prédateurs. Chez lui, c'est binaire, hein, on est ou proie ou prédateur. Et donc, il a a priori envie d'être avec nous s'il nous voit comme une proie. Et si un cheval n'a pas envie d'être avec nous, c'est qu'il nous voit comme un prédateur. Donc, on a une posture de prédateur. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, tu peux passer, c'est que il est en permanence en observation de son environnement. Tout le temps. Parce qu'il a toujours besoin de savoir, est-ce qu'il y a un prédateur qui va me sauter dessus ?
Donc, il est tout le temps en train d'observer son environnement. Quoi qu'il fasse, même quand il a de se reposer, il est en train de regarder il observe son environnement. Quand il mange, il observe son environnement. Quand il joue avec ses copains, il observe son environnement. Il est tout le temps en train de faire ça, avec ses oreilles, avec ses yeux, avec l'intégralité de son corps. Et donc, ça renforce le fait qu'il est dans l'instant présent. Mettez-vous à sa place. Quand vous êtes en train d'être concentré sur ce qui se passe autour de vous, ben vous êtes dans l'instant présent. Vous n'êtes pas en train de penser à ce qui s'est passé hier ou à ce qui va se passer demain. Donc, il est encore d'autant plus dans l'instant présent. Voilà. Alors, après, encore une autre... Je vais vite, je suis désolée, mais j'ai qu'un quart d'heure. Une autre caractéristique, c'est qu'il a donc besoin de savoir si l'individu qui s'approche de lui est une proie ou un prédateur. Et pour ça, il va instantanément identifier deux choses. Il va déjà regarder notre comportement. Quand on rentre dans un pré, il regarde tout individu qui s'approche de lui, il regarde son comportement. Et ce comportement va lui donner des indications sur ses intentions. Et en même temps, il va observer... il est en capacité, même à distance, parce qu'il a une très bonne vue, bien meilleure que la nôtre, il a des oreilles qui bougent tout le temps, il va identifier tous nos micro-gestes, nos expressions faciales. Il est en capacité de percevoir notre rythme cardiaque. Il est en capacité d'identifier notre niveau d'adrénaline. Toutes les micro-choses dont on n'a absolument pas conscience et qui vont le renseigner sur nos émotions. Et alors, à partir de là, donc il a une identité. En fait, quand on rentre dans un pré, un cheval, il nous scanne. Voilà. Dès qu'on s'approche de lui, il nous scanne. Il a absolument besoin d'avoir toutes ces informations, parce qu'à partir de là, il se passe deux choses. Tu peux passer à la diapo suivante. Soit le comportement qu'on a est un comportement bienveillant, pacifique, et nos émotions sont positives, et alors à ce moment-là, c'est cool pour lui. Il n'a pas de raison de s'inquiéter. Dans tous les autres cas, il va s'inquiéter. Si nos intentions ne sont pas pacifiques et si nos émotions sont négatives, alors là, ça ne va pas du tout. Mais un deuxième truc qui ne va pas du tout, c'est quand tout ça n'est pas aligné. C'est-à-dire quand notre comportement n'est pas aligné avec nos émotions. Si j'ai un comportement a priori pacifique, mais qu'à l'intérieur de moi, ça bouillonne, parce que je suis triste, parce que je suis en colère, parce que pas forcément contre lui d'ailleurs, parce que lui il va pas identifier est-ce que c'est contre moi ou pas contre moi, il fait pas ça. À ce moment-là, s'il n'y a pas d'alignement, c'est juste pas possible pour lui. Il y a forcément un danger. Et que fait le cheval quand il est en danger ? Eh ben, c'est ce que je vous ai dit, il va fuir. Alors, il va pas forcément fuir à l'autre bout de la planète. Si on travaille en équi-coaching avec lui, il va juste s'en aller. S'il n'est pas attaché, il va s'en aller. Voilà, donc ça, c'est vraiment important pour le cheval. C'est vraiment cette notion d'alignement, elle est hyper, hyper importante pour lui. Ensuite, ce cheval, il a développé aussi autre chose, tu peux passer, qui est, il a besoin de communiquer. Il a besoin de communiquer avec ses congénères et il a développé des modalités de communication dans son comportement physique, dans son physique, qui sont assez incroyables. Il communique avec ses oreilles, il communique avec le sens de ses oreilles, avec ses yeux, avec la dilatation de ses naseaux, avec le frémissement de sa peau, avec sa posture en avant, en arrière. Il est tout le temps en train de communiquer. Et donc, nous, en tant qu'équi-coach ou équithérapeute, on utilise aussi beaucoup ça, ce comportement-là, parce que ça nous donne énormément d'indications. Et quand on regarde ces indications sur la façon dont fonctionne le cheval, et on sait tout de suite si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Et donc, s'il n'a pas envie, s'il se recule, eh ben, ça veut dire qu'il n'a pas envie d'être avec l'individu. S'il n'a pas envie d'être avec l'individu, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné chez cette personne-là ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui colle pas pour le cheval ? Voilà, on travaille vraiment comme ça avec le cheval. Et puis, il y a un autre truc mystérieux chez le cheval, c'est que, et ça, moi, je n'ai pas d'explication, il n'y a pas grand monde qui a d'explication là-dessus, voire peut-être personne. Il est miroir de nos émotions, c'est-à-dire qu'il capte nos émotions. Il vit, dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas, il vit nos émotions et il nous les renvoie.
Donc, des émotions qu'on a là, à l'intérieur, celles qu'on n'a pas forcément très bien identifiées, parce qu'il y a les émotions de surface et les émotions en profondeur. Les émotions de surface, on est très bons, nous les humains, pour faire semblant avec nos émotions. Mais les émotions qu'on a au fond, c'est celle-ci qui va aller chercher, lui. C'est celle-ci qui capte. Et il nous les renvoie. Dernière chose sur les chevaux, si je suis dans les temps. Autre chose, le cheval a besoin, dans son troupeau, d'une structuration sociale. Ça aussi, ça le sécurise. Hein. Il a besoin de savoir où est sa place dans le troupeau. Et donc, il y a une hiérarchie dans le troupeau qui se rejoue un petit peu tout le temps. Il y a juste 2 individus pour lesquels elle se rejoue jamais. J'ai plus de micro, si. C'est le cheval dominant, celui qui est tout en haut de la hiérarchie, et puis celui qui est tout en bas de la hiérarchie. En général, ça se rejoue plus pour eux. Par contre, au milieu, ça passe son temps un peu à se rechercher. Ça m'amène à vous parler de la posture de leader. Dans un troupeau, on va trouver 2 catégories de leaders. On va trouver, tu peux passer, le leader dominant. Le leader dominant, il a une place fondamentale dans le troupeau parce que c'est celui qui sécurise, c'est celui qui protège. Ce leader dominant, il est donc tout en haut de la hiérarchie. Il est reconnu par les autres. Les autres ne vont pas remettre en cause sa place. Et pour quelle raison ? Eh bien, parce qu'il protège. Ils ont besoin de protecteurs puisque ce sont des animaux qui ont tout le temps peur, qui sont toujours dans l'insécurité. Ils ont besoin du protecteur. Alors le protecteur, il fait quoi ? Eh bien, si vous rentrez dans le pré, dans un pré de chevaux que vous connaissez pas, c'est le premier qui va lever la tête et qui va regarder ce que vous faites là. C'est le premier qui va rebaisser la tête pour manger parce qu'il aura considéré que vous n'êtes pas un danger. C'est celui qui va aller voir s'il y a quelque chose qui est inquiétant. Lui, il va y aller quand même. Hein. C'est celui qui va protéger le plus faible du troupeau par rapport aux autres. Voilà, il est le protecteur. Et le cheval, il a toujours besoin qu'il y ait un dominant. Et on ne parle pas de domination, on parle de dominance avec les chevaux. Et donc le cheval, pour asseoir sa dominance, il vérifie quand même toujours que c'est OK pour les autres. Hein, même si c'est de toute façon OK, il va quand même vérifier. Et donc il vérifie de manière sympathique ou de manière un petit peu moins sympathique comme sur la photo. Si l'autre n'a pas réagi suffisamment rapidement, il lui explique que si, il faut qu'il bouge quand même. Donc il fait un peu bouger tout le monde tout le temps. De temps en temps, c'est rigolo parce que le dominant, on le voit, il range son troupeau. Voilà, il organise un peu tout le monde. Et surtout, comme il a ce besoin permanent d'avoir un protecteur, quand on est avec lui, le cheval, il considère qu'on fait troupeau avec lui quand on est avec lui. Encore une fois, il ne nous distingue pas en tant qu'humain. Il va vérifier, est-ce que l'individu qui est avec moi est le dominant ou est-ce qu'il n'est pas le dominant ? S'il est le dominant, parfait. Moi, cheval, je suis en sécurité. S'il n'est pas le dominant, alors je suis obligé de prendre la dominance. Et donc, il va en permanence chercher à savoir et revérifier en permanence avec l'humain si l'humain est le dominant. Si c'est OK, si l'humain est dominant, point. Lui, il se pose, il est tranquille. Ça, c'est le premier type de leader. Et puis, on a un deuxième leader, tu peux passer. Ce deuxième leader, lui, alors par contre, les autres le choisissent vraiment comme leader. C'est le leader naturel. C'est celui qui entraîne les autres, comme sur la photo. C'est lui qui va... Il le fait pas exprès. Il va quelque part, les autres le suivent. Il va boire, les autres vont aller boire avec lui. C'est pas forcément lui qui va boire en premier, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que c'est le dominant qui va forcément boire en premier. Il veut aller manger quelque part, les autres vont le suivre. Il va au foin, les autres vont le suivre. Il se repose, les autres se reposent. Voilà, globalement, il est ce leader, il est celui qu'on suit. Donc vous voyez, on a ces 2 leaders différents, le leader qui impose sa présence et puis celui qu'on suit en permanence. Et donc, ça nous permet forcément, avec les humains, de travailler beaucoup la question du leadership. Tu peux passer la diapo suivante. En fin de compte, est-ce que je suis plutôt un leader dominant ? Est-ce que j'ai envie d'être un leader dominant ? Est-ce que j'ai besoin d'être un leader dominant ? Des fois, ça arrive. Et à ce moment-là, est-ce que je suis plutôt la personne qui va pousser le cheval ? Puisque le cheval, il faut le pousser. Et à ce moment-là, c'est OK pour lui. Est-ce que je suis plutôt un leader naturel ? Auquel cas, le cheval va plutôt me suivre.
et tu peux passer la suivante. Et donc voilà, quand on travaille en équipe, c'est aussi hyper intéressant parce que on peut observer quelle place spontanément chacun prend, quelle place chacun a envie de prendre, et on peut aussi travailler sur cette place-là. C'est-à-dire que je peux ne pas avoir spontanément une place que j'ai besoin d'avoir ou que je souhaiterais avoir, et à ce moment-là, on va pouvoir le travailler avec le cheval et faire évoluer sa posture si c'est nécessaire, ou juste simplement identifier sa posture. Parce que moi, je me rends compte en travaillant avec les équipes que les gens ne savent pas forcément toujours exactement où est leur posture, quelle posture ils ont. Voilà. En gros, ce que j'avais à vous dire, tu peux passer sur la suivante. C'est hyper rapide, hein. C'est magique les chevaux, c'est vraiment complètement magique. Ça fait énormément travailler sur soi tout le temps. Tout le temps. Moi, je les vois tous les jours, je les vois 2 fois par jour et je travaille sur moi en permanence. Ils me font travailler sur moi en permanence parce qu'à chaque fois, ils remettent en cause ma posture. À chaque fois, il faut que je sois claire avec quelle posture je veux avoir et en fonction de cette posture-là, ça me fait forcément bosser tout le temps. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. C'était magnifique, mais il ne faut pas que je commente. Alors, je veux bien. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter Valérie. Donc, Valérie, la première fois que j'ai fait ta connaissance, c'était un émerveillement matinal. Tu étais entraînée par Sophie, qui doit être par ici. C'était, alors je sais plus, je pense que c'était sur les champignons, sur les chats, enfin c'était peut-être les deux. C'était sur les chats. C'était sur les chats. J'avais été frappé par ton chaleureux contact et ma première impression, je n'ai jamais démenti. Et pour cause, et sans compter toutes nos discussions de qualité, voilà, qu'on a à chaque fois. Et pour cause, augmenter, nos discussions augmentées. Et pour cause, tu es animé profondément à prendre soin de la communication humaine au cœur du travail. Donc, tu es diplômée de l'EFAP, facilitatrice en intelligence collective et coach clarification. Il faudra que tu me clarifies ce que c'est. Tu as plus de 27 ans dans la communication, donc 14 ans en qualité de manager. Et tu es depuis 2022 la créatrice de la fresque de l'intention, un outil puissant, j'en parle puisque je l'ai expérimenté personnellement, pour connecter les individus et les équipes à leurs aspirations profondes. Clarification qui permet de se comprendre, de se faire comprendre et de passer à l'action avec énergie et détermination. Aujourd'hui, tu vas nous parler donc de leadership et d'intention, mais peut-être qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Quel lien tu fais entre leadership, l'intention et les chevaux ? Pourquoi tu es là, en fait ? Merci, Alexis. Merci beaucoup. Alors, merci pour cette invitation, parce que ce qui est étonnant, c'est que quand Alexis m'a invité à participer à cet émerveillement matinal et qu'il m'a annoncé que ça allait être avec Florence, une équicoach, je me suis dit, mais quelle intuition, Alexis, mais quelle intuition. Parce que moi, j'ai découvert mon leadership grâce aux chevaux. Il y a 16 ans, alors je me mets debout parce que j'ai du mal à rester assise, c'est pas possible pour moi. Et je voudrais vous partager... alors attendez, ça c'est voilà. J'ai gardé les photos. Il y a 17 ans, j'étais salariée, j'étais manager, et je suis invitée avec mes autres collègues managers à participer à une super formation en management. À l'époque, ça s'appelait pas Equi-Coaching, ça n'existait pas l'Equi-Coaching. Ça déclenche, c'est puissant, hein, l'intention. Hein. J'ai pas commencé déjà. Merci. Et donc, le principe était le suivant, c'est nous aider en tant que manager à nous connecter à notre leadership à travers les chevaux. Et donc, il y a 17 ans, je me souviens très bien, l'éthologue Ekin nous avait donné la consigne suivante. Donc, vous voyez, tous les collègues étaient autour du manège et on était invités à passer chacun son tour au centre du manège face au cheval. Et la consigne de l'éthologue Ekin était la suivante. Vous devez faire avancer le cheval sans prononcer un mot, juste avec la force de votre intention. Eh bien, j'ai rien compris. J'ai pas compris ce que c'était que l'intention.
C'est quoi ce sujet? Ça se passe où? Je me connecte à ça comment? Et donc, évidemment, quelques années plus tard, 17 ans plus tard, quand j'ai travaillé sur le leadership, l'intention m'est revenue comme un boomerang en me disant « mais ok, je crois que j'ai compris ». Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris, donc j'ai pas réussi à me connecter à mon intention. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai gesticulé. Mes collègues m'ont donné des petits post-it pour m'expliquer ce qu'ils avaient observé de mon manège à moi, devant le cheval, pour le faire avancer. Et là, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un cheval qui bougeait pas beaucoup, qui était la tête baissée, les oreilles un peu baissées, genre de quoi elle parle? Je comprends pas. Et j'ai compris 17 ans après pourquoi ça avait été si compliqué de faire avancer le cheval. Tu veux que je m'assieds? C'est plus simple pour toi? Non. En fait, j'ai compris qu'à l'époque, j'avais 2 intentions. Et ma première intention, ma priorité, c'était pas de faire avancer le cheval. C'était de réussir devant mes collègues. Et du coup, j'ai compris combien c'était compliqué d'être aligné avec son intention. Parce que, en effet, le leadership, ça parle de ça. Ça parle d'être aligné. Parce que, comme l'a très bien dit Florence, être aligné, c'est aligner tous ses cerveaux, son cerveau de la tête, son cerveau émotionnel, son cerveau sensoriel, pour que le cheval, lui, puisqu'il sent cet alignement, il sent s'il peut vous faire confiance et s'il va avancer, si ça a du sens pour lui. Et moi, j'étais vraisemblablement pas alignée, puisque l'intention qui était ma priorité ne s'adressait pas à lui. C'était ma peur. C'était ma peur de ne pas réussir. Et souvent, le leadership, c'est ça qui vient nous empêcher de nous aligner. C'est notre peur de ne pas réussir, de ne pas être au niveau. Et donc, voilà pourquoi je voulais vous partager cette anecdote, parce qu'elle fait sens, évidemment, et parce qu'elle parle vraiment profondément du leadership et de cette importance, en fait. Alors, attends, je vais l'éteindre et le rallumer. Alors, on est coincé. Je pense que c'est le PowerPoint qui est en catatonie. Alors, c'est ça que je voulais vous dire, en fait, sur le slide suivant, c'est que le leadership, ça parle d'alignement de tous nos cerveaux. Ça parle effectivement du cerveau rationnel, l'alignement avec le cerveau émotionnel. Qu'est-ce que je ressens comme émotion, là, agréable comme désagréable? Mon cerveau sensoriel, comme on l'a fait au début de cet atelier, sentir dans notre corps s'il y a de la tension, s'il y a au contraire de la souplesse. Et puis, alors, quand on y arrive, c'est aussi se connecter à son cerveau spirituel, c'est-à-dire arriver à prendre un peu de hauteur de vue sur la situation telle qu'on la vit. Donc, c'est ça l'alignement. Et pour vous parler de ce sujet, je voudrais faire le parallèle avec les sportifs de haut niveau. Pour lesquels on parle souvent de préparation mentale. Alors c'est paradoxal de parler de préparation mentale, c'est comme si c'était que le mental. On se rend compte en fait qu'un sportif qui fait de la compète à haut niveau, c'est bien plus que mental sa préparation, puisqu'il va aligner plusieurs choses. Sa volonté, c'est-à-dire sa capacité physique, sa capacité mentale, sa capacité à se dépasser dans une situation de sport, il va l'aligner avec ses émotions, son enthousiasme à être dans le challenge et dans la compétition, et il aime ça, sa confiance dans sa capacité à y arriver, et puis sa joie d'aller vers la victoire, vers le dépassement de soi. L'alignement aussi avec ses désirs de victoire, ses désirs de dépassement, d'aller au-delà des résultats qu'il a pu obtenir jusqu'ici, son désir de pratiquer son sport qu'il aime, qu'il passionne, et son imaginaire aussi, c'est-à-dire sa capacité à se projeter sur le moment où il va monter sur le podium, le moment où il va se voir remettre la médaille, et c'est l'alignement de toutes ces capacités-là qui fait que le sportif de haut niveau, il va arriver au résultat escompté. Et donc, cet alignement, c'est la source de tout.
de tous les possibles. En leadership, c'est ça qu'on va chercher. C'est ce qui se trouve à la source de toutes nos décisions, de toutes nos actions, ce qui va nous pousser, nous mettre en mouvement. Et c'est comme ça, grâce aux chevaux, que j'ai découvert que la source de notre leadership, c'est être aligné avec notre intention. Et plus notre intention est claire, on l'a vu avec les chevaux, si notre intention n'est pas claire, le cheval ne comprend pas. Ce qui s'applique avec le cheval s'applique évidemment dans la vie de tous les jours. Si on n'est pas au clair avec ce qui nous anime profondément, on ne va pas arriver à passer à l'action, on va rester bloqué dans nos peurs. On va être bloqué peut-être dans une décision aussi qu'on n'arrivera pas à prendre. Et puis on ne va pas embarquer nos équipes non plus, puisqu'on n'est pas au clair déjà avec nous-mêmes. Et donc le principe de l'intention, effectivement, c'est de clarifier, c'est d'être au clair et d'aller explorer ces aspirations profondes qui nous animent. Et donc, moi, je m'en suis rendu compte en accompagnant des managers. À chaque fois que j'étais confrontée à un manager qui avait un problème d'engagement dans son équipe, qui n'arrivait pas à faire décoller un projet, ça démarrait pas, ou qui était bloqué dans ses décisions, à chaque fois quand je creusais, son intention n'était pas claire, donc il ne pouvait pas lancer un projet, il ne pouvait pas engager ses équipes. Et donc j'ai commencé à explorer un peu, mais l'intention c'est quoi ? Ça se passe comment ? Et donc j'ai trouvé plusieurs définitions que je voudrais vous partager ici, parce que là je vous parle d'intention, mais je suis sûre que ce n'est pas très clair pour vous non plus. Donc la première définition, c'est celle d'un thérapeute américain qui s'appelle Wayne Dyer, qui a écrit Le pouvoir de l'intention, qui est vraiment ma Bible sur le sujet. Pour lui, l'intention, c'est un dessin. Alors, il dit un but ou un dessin, mais j'aime bien la notion de dessin. C'est comme quelque chose qui se dessine, l'intention. C'est un dessin clairement affirmé, accompagné de la détermination à obtenir le résultat désiré. Il y a deux mots qui sont importants dans cette définition. C'est désir. L'intention, c'est du désir. C'est ce qui vous anime à ce niveau-là, au plus profond. Et détermination, quand on est connecté à son désir, on y va, on va y arriver parce qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est plus fort que nous. Spinoza, il parle de l'élan vital quand il parle du désir pour dire combien c'est fort. Pour Wayne Dyer, c'est aussi une force qu'on porte tous en nous, l'intention. C'est une puissante énergie qu'on ressent quand on est inspiré. Ça, je trouve que ça fait bien le parallèle aussi avec le sportif. Il est tellement animé par son envie de dépassement qu'il va y arriver, il va obtenir le résultat. Une autre définition un peu complémentaire, c'est celle de Claire Rosard, qui est une chercheuse en systémique de groupe. Quand elle parle d'intention, je trouve qu'elle est très imagée, sa définition. Elle parle d'une balise qu'on jetterait dans la direction qu'on souhaite emprunter, qui donnerait le cap en envoyant des signaux réguliers, nous permettant ainsi de cheminer dans son sens, tout en s'adaptant à la réalité du terrain. Vous la voyez, cette balise là au loin qui clignote, qui vous montre la direction. Vous n'y êtes pas encore, elle est loin, mais vous savez, quelle que soit la direction que vous allez emprunter, le sens, le chemin, ça va être accidenté. Peut-être que vous allez prendre le chemin de gauche, ça va pas le faire, c'est pas grave. La balise, elle continue à vous montrer le cap et vous voyez toujours dans quelle direction aller. C'est ça l'intention aussi. C'est ce cap que vous suivez. Et enfin, je voudrais vous partager ma propre définition de l'intention. Pour moi, l'intention, elle est au carrefour entre deux dimensions. Votre désir, on y revient à ce désir, mais c'est ça c'est dans vos tripes, ce désir. C'est la condition de tous les possibles, de tous les projets, de toutes vos actions. Votre désir, c'est ce qui fait votre singularité. Et c'est ce qui vous donne envie de vous dépasser. Quand vous êtes connecté à votre désir, vous êtes connecté à votre énergie. Ce désir, il est en lien avec votre pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir, c'est la somme de toute votre expérience, vos compétences, vos connaissances. C'est ce qui vous permet de prendre votre vie en main, en autonomie, sur les choses qui sont importantes, évidemment. Et ce pouvoir d'agir, c'est ce qui vous donne la puissance. Quand vous connectez l'énergie et la puissance, je peux vous dire que ça dépote.
Un dirigeant avec qui je partageais sur l'intention récemment me disait la chose suivante, ça m'a beaucoup parlé. Il m'a dit, je comprends une chose, c'est que depuis des années, je suis dans la force. Et j'ai compris qu'il fallait que je sois dans la puissance. Ça fait toute la différence quand on doit embarquer des équipes. Et avant de terminer, une petite anecdote pour vous partager une personne parce que à quoi ça sert de se connecter à son intention, en quoi c'est puissant. Il y a un an, jour pour jour, je terminais l'accompagnement d'une personne qui est venue me voir, qui est kiné. Et qui, alors elle vient me voir avec une intention pas très claire, ça démarre souvent comme ça, hein, c'est pas très clair au début. Elle me dit voilà, je suis enceinte, je vais avoir mon 2e enfant, je vais reprendre mon activité de kiné et je sens bien que j'ai besoin de trouver un équilibre entre vie pro, vie perso. Ok, donc on commence à travailler là-dessus. Et puis très vite, on se rend compte que derrière cette intention, il y avait une intention encore plus profonde, bien plus importante, qui était que cette kiné, elle avait juste des compétences énergétiques très fortes qu'elle déployait dans son activité, mais elle n'en parlait pas, elle ne le disait pas, elle faisait ça en douce, puis ça marchait bien, donc ses patients revenaient. Et en fait, c'était dur pour elle de ne pas être reconnue pour ça. Et en fait, son intention, la vraie intention, le cœur du réacteur, c'était d'être reconnue pour ça. Et donc aujourd'hui, cette kiné, elle est allée voir l'ordre des kinés, elle a vu qu'elle pouvait faire ça. Ça s'appelle des massages holistiques. Elle a affiché ça dans sa salle d'attente. Aujourd'hui, 30%, un an après, 30% de ses séances, c'est de l'holistique. Elle est en train de lancer son site internet là pour aller chercher d'autres patients. Et voilà ce que c'est la puissance de l'intention quand on y est connecté en fait. C'est-à-dire, non seulement ça vous met en mouvement, mais ça vous permet d'aller de vous dépasser, voire même de sortir de votre zone de confort parfois, parce que c'est là qu'est votre désir. Voilà, donc je vous invite à vous connecter à votre désir, c'est vraiment super puissant. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, c'était fantastique. Eh bien, maintenant, la parole est à vous. Et donc, il y a un micro qui peut passer dans la salle avec un long câble. Et si vous voulez poser des questions ou faire un retour, c'est à vous. Et j'en profite aussi pour dire aux gens qui sont à distance qu'ils peuvent mettre des questions dans le chat que je verrai et que je pourrai relayer. Merci. Qui veut passer? Voilà. Merci, Florence. La première question. Deux. Oui, moi je voulais juste témoigner une expérience que j'ai vécue plusieurs fois dans le cadre d'accompagnement de dirigeants à la prise de parole. Vous parlez de communication et ça c'est assez drôle de devoir chercher absolument cette intention pour que la personne en question soit capable de faire ne serait-ce que 5 minutes de prise de parole qui a un sens, qui a un impact. Et là, on se heurte effectivement. Moi, je me suis heurtée plusieurs fois à cette difficulté, enfin, cet écart entre le discours que le cerveau avait envie de faire ou le devoir de faire pour motiver les troupes, voilà, et puis l'intention qui était complètement différente. Et tant que les deux ne sont pas réunis, effectivement, même pour 3 minutes de prise de parole, ça ne marche pas. Et là, on met 2 jours pour trouver les 3 minutes à dire. Donc, c'est effectivement très important, le lien entre l'intention et la parole qu'on doit prononcer. Super, merci. Une autre question? Désolée. Même pas, en fait. En fait, ce que j'entends, c'est que l'intention... Moi, j'avais une définition de l'intention un peu durable. Et finalement, je me dis, faire bouger un cheval... Je suis là. Faire bouger un cheval ou bouger une équipe, c'est pas forcément l'intention de toute une vie. Et je me rends compte qu'en vous entendant, il y a la présence, le moment. Mais en fait, on peut avoir des intentions très élastiques et très fluctuantes finalement.
Vous êtes d'accord? Pour moi, tout est intention. Moi, je me lève le matin, je me projette dans ma journée en me disant avec quelle intention je me lance dans ma journée. Bah voilà, ça c'est mon intention du matin. Je vais rencontrer un client. Il y a de l'enjeu quand même. Donc j'y vais en me disant ok, c'est quoi là, avec quelle intention je vais à la rencontre de ce client. Donc c'est ça l'intention. En fait, moi quand je travaille sur l'intention avec des personnes ou des équipes, mon idée c'est de les aider à sentir comment ça marche, c'est quoi la mécanique de l'intention. Et on en revient à ce que vous disiez avec la prise de parole, à aligner, apprendre à être aligné et à aligner tous nos cerveaux, à faire se parler tous nos cerveaux, le cerveau rationnel, émotionnel, sensoriel, spirituel, pour qu'après, il soit autonome et que ça devienne réflexe et qu'il n'entreprenne plus jamais une décision, une action à enjeu sans s'être posé la question, mais avec quelle intention j'y vais ? Bonjour, j'avais 2 questions. La première, qui est plus un commentaire, mais probablement aussi une question. Valérie, vous disiez que pour rejoindre son intention, l'intention, c'était le mélange des désirs, de ses imaginaires, etc. Donc intéressant. Mais par ailleurs, Florence, vous dites que les chevaux sentent l'intention, mais qui ne se projettent pas dans le futur, donc qui n'ont pas d'imaginaire. Non, oui. Voilà. Et enfin, ils ont aucun imaginaire. D'où le commentaire question. Comment des chevaux peuvent sentir l'intention, ont besoin de sentir l'intention d'un individu, alors qu'eux-mêmes ne connaissent pas ce concept? Parce que l'intention, c'est l'intention du moment. C'est là où je suis là en ce moment. C'est un peu ce que dit Valérie quand je me lève. C'est au moment où je me lève, je pose une intention. Mais alors forcément, moi, en tant qu'humain, je vais la projeter dans le futur. Mais n'empêche, je la vis à ce moment-là. Et donc, ce qui va poser problème au cheval, c'est est-ce que l'attitude que j'ai est cohérente ou mes émotions sont cohérentes avec cette intention du moment, en fait. Et après, quand on travaille avec la personne, forcément, on va l'amener à se projeter. Mais ça, c'est le travail du coach, ça n'est plus le travail du cheval. Et après, j'avais une question très technique, très technique. Comment le cheval fait pour capter notre rythme cardiaque et notre niveau d'adrénaline sans nous toucher, sans nous... Alors, il a une capacité de... Alors ça, moi, je l'ai expérimenté, mais c'est plutôt des études scientifiques qui l'ont prouvé. Il a un ressenti extrêmement fort de tout ce qui se passe autour de lui. Et c'est vraiment la condition de sa survie. Donc après, comment il le fait précisément, je ne sais pas répondre à cette question-là, mais c'est vraiment la condition de sa survie d'être en capacité de... Je cite souvent cet exemple-là, si j'ai 2 secondes. Je ne sais pas si vous avez vu des documentaires à la télévision, en tout cas moi j'en ai vu, où on voit une antilope. Une antilope, c'est une proie, c'est pareil, dans la savane, avec un lion qui passe au travers du troupeau et il n'y a pas une antilope qui bouge. En fait, clairement pour elles ont identifié que celui-là, enfin c'est surtout la lionne en général d'ailleurs qui chasse, mais qu'elle a mangé, qu'il n'y a pas de souci, qu'elle n'a pas l'intention de leur sauter dessus, et donc elle peut passer au travers du troupeau, il n'y a pas de souci. Ils ressentent tout ce qui habite cet animal à ce moment-là. Si par contre la lionne a l'intention de leur sauter dessus, elle n'a pas besoin d'être très loin pour qu'ils sachent déjà quand elle est loin là-bas derrière que déjà elle va leur sauter dessus. C'est pas que ça. Ouais, il y a ça aussi, bien sûr, certainement, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Mais ça joue, c'est tout en fait. Et du coup, ça se rapprocherait de ce qu'on appelle l'hypersensibilité chez les humains Enfin, chez les humains. Ouais, je sais pas. Animaux, mais... Franchement, je ne sais pas répondre à ça. Quand je vous parle d'énergie, c'est ça. Ça vous est déjà arrivé quand vous êtes en contact avec quelqu'un qui n'est pas bien? Ça vous plombe? On est des êtres énergétiques en fait. Et donc... c'est plus ou moins développé, c'est beaucoup plus développé chez l'animal, évidemment, dont, à travers son instinct de survie, que chez nous, l'humain, qui n'avons pas cet instinct de survie. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de développer son intelligence sensorielle, parce que quand on est vraiment à l'écoute de son corps, on sent des choses.
Et donc c'est ça, on sent l'énergie de la personne face à nous, qui nous porte ou qui au contraire nous écrase. Et voilà, pour moi, c'est vraiment de l'énergie tout ça. Alors, j'ai juste je vais prendre une question de quelqu'un qui est à distance. Donc, c'est Serge, que je salue, qui demande « L'intention me paraît très yang. Quelle forme de yin peut servir l'intention ?» C'est du chinois pour moi. Oui, alors je suis pas très yin-yang, moi, donc je suis pas sûre de répondre strictement à la question. Tout ça, pour moi, ça parle d'alignement. On va chercher à l'intérieur de soi, on va être à l'écoute de ce qui nous anime, de nos désirs, en fait, c'est ça l'intention, pour être dans un élan qui nous met en mouvement, qui nous met en action. Pour moi, c'est là qu'on passe dans la partie très, très palpable, très concrète. C'est parce qu'on est connecté à ce désir qui est notre élan vital. Je reviens à Spinoza. Le désir, c'est de l'énergie et de l'élan vital. C'est parce qu'on est au clair avec ça. Quand je dis connecté en termes plus entreprise, c'est être au clair avec mon désir, y compris de travail. J'ai découvert un chercheur qui parle du désir de travail. Donc, c'est parce qu'on est connecté à cette intériorité que on est au clair avec ce qui nous anime profondément, qu'on est dans cet élan du mouvement et de l'action et que ça dépote. En fait. Et là, je m'appuie sur les travaux d'Otto Scharmer, que peut-être vous connaissez si vous connaissez la théorie U. Voilà. Otto Scharmer, quand il était au MIT, il était chercheur en leadership. Il est allé interroger des grands dirigeants américains qui ont particulièrement réussi, mais il cherchait pas ceux qui avaient réussi que financièrement. Il cherchait aussi ceux qui avaient monté des belles boîtes bien humaines, et pour aller interroger ces dirigeants. Et il s'est rendu compte que ce qui faisait la différence entre ces dirigeants qui avaient particulièrement réussi leur vie d'entrepreneur et les autres, c'est qu'eux étaient tout particulièrement à l'écoute de leur état intérieur. Il appelle ça l'état intérieur. C'est l'intention. Donc, être à l'écoute de ça, c'est ce qui nous permet d'être performants aussi dans le monde, dans l'entreprise et du travail. Alors, je laisse la parole. C'était par rapport à Cécile et son intervention sur les chevaux. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans un troupeau, c'est dire qu'il y avait le leader dominant et il y avait, alors le terme, je ne me rappelle plus, l'autre, le leader naturel. Excusez-moi. Et je trouve que c'est intéressant et que parfois, je ne sais pas si on en prend la mesure dans les entreprises, c'est que parfois le manager n'est pas le leader naturel et s'il n'en a pas conscience dans sa manière de faire et d'avancer, ça peut être compliqué pour lui s'il ne marche pas main dans la main avec le leader naturel et qu'il arrive en force plus qu'en puissance. Et comment travailler ça aussi, de dire est-ce que le leader peut... le manager peut développer la question du leader naturel, quoi. Parce que sinon, dans son avancée, c'est pas évident, je pense. Tout à fait. C'est super intéressant que vous disiez ça parce que effectivement, je pense que pour un manager en entreprise, c'est important pour lui d'identifier quel type de leader il a envie d'être. Et il a effectivement des fois dans son entreprise des personnes qui sont des leaders naturels qu'il n'a pas identifiés. Et moi, j'ai vu en séance d'équi-coaching des personnes être complètement étonnées de découvrir quels étaient le leader naturel. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait des exercices en équipe avec le cheval, il va suivre une personne. Et les personnes ont essayé de changer de place et ça ne fonctionnait pas. Ça fonctionnait toujours avec la même personne. Et cette personne, elle est sortie de cette séance en disant « mais c'était vraiment une révélation pour elle qu'elle était le leader naturel, alors que la personne qui était censée être le leader, en fin de compte, ne trouvait pas sa place dans l'exercice avec le cheval et qu'il a fallu un moment avant qu'elle trouve sa vraie place. Donc effectivement, il y a vraiment cette question du leadership et de quel type de leader on est et comment on s'appuie les uns sur les autres. Et est-ce que le leader naturel n'est pas là aussi parce qu'en fait, il n'en a pas conscience et qu'il est juste en présence et dans l'écoute des autres? Souvent, c'est le cas, effectivement. Oui, tout à fait. Oui, je voudrais juste poser aussi une question. C'était, est-ce que peut y avoir un conflit entre le leader et le leader naturel avec les chevaux? Pas du tout.
Pas du tout, parce que le dominant, le leader naturel n'est pas dans la protection. Et le dominant, lui, il est dans la protection. Donc, et c'est ce que je disais tout à l'heure, des fois, le leader naturel va accompagner, va emmener, parce qu'il va aller vers le râtelier de foin, il va emmener tout le monde vers le râtelier de foin, mais c'est pas lui qui va manger en premier, c'est le dominant qui va manger en premier. Mais ça leur pose pas de problème à eux. Hein. Eux, ils ont aucun problème avec ça. C'est magnifique. Sébastien, il attend depuis longtemps et merci c'est Alexis. Un dominant. J'aurais voulu revenir sur la notion de signaux faibles qui a été évoquée par Florence, notamment alors, sur le fait que le cheval arrive à percevoir notre rythme cardiaque, etc. Comment on peut utiliser, nous, ces signaux faibles, justement, pour être aligné, pour avoir son attention profonde et voilà, est-ce qu'on est obligé de prendre son rythme cardiaque en permanence pour faire tout ça? Et ce que je voudrais souligner également, c'est que je trouve que ça fait écho à l'émerveillement matinal qui a lieu sur les volcans, parce qu'on avait aussi parlé, ça m'a vraiment fait un écho par rapport à ça. Merci pour votre réponse. Donc je vous renvoie à la vidéo de cet émerveillement matinal auquel nous avons participé. En fait, ce que le cheval va nous... En fait, le cheval, il est juste révélateur. Il va nous révéler quelque chose qui fonctionne, soit que ça fonctionne, soit quelque chose qui dysfonctionne. Ou qui n'est pas aligné, c'est toujours pareil. Hein. Mais après, il va pas nous permettre... Après, c'est à nous, humains, de travailler dessus. Et c'est le rôle du coach, pour le coup, d'accompagner la personne à travailler dessus. Mais tous ces signaux faibles que le cheval ressent, c'est tout, ils sont là. Il y a aussi une question d'accepter là où on en est. Hein. Des fois, on aimerait être différent de ce qu'on est, on aimerait avoir une autre émotion que celle qu'on a, on aimerait réagir différemment que comme on réagit. Et le cheval, il nous révèle que on ne fonctionne pas forcément, ou on n'est pas tout à fait là où on aimerait être ou là où on pense qu'on est. Mais il n'ira pas plus loin. Pour le coup, il n'ira pas plus loin. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Le relais. C'est bien de ça dont on parle quand on dit qu'il faut être à l'écoute de ce que nos autres cerveaux nous disent. Les signaux faibles, c'est qu'est-ce qui nous dit notre corps. Quand on ressent une tension, il parle fort le corps là. C'est ça un signal faible, typiquement. Hein. C'est quand on ressent une tension dans une situation où on se dit « Ah, là, il y a un truc qui n'est pas juste. Je ne suis pas à ma place. Hein, » pour en revenir à la place qu'on évoquait tout à l'heure. « Je ne suis pas à ma place, je ne suis pas bien. » Ou au contraire, quand on sent, alors on appelle ça les petits papillons dans le ventre, ça prend différentes formes, hein, où ça peut être, on se sent hyper fluide, hyper ouvert. C'est ça les signaux faibles, c'est être à l'écoute de ce que nos émotions nous disent, de ce que notre corps nous dit, pour nous mettre en mouvement, ou au contraire, fuir comme le cheval, si on est dans la tension, parce que là, vraisemblablement, c'est pas l'endroit où il faut aller. Alors, je suis désolé pour Carole, il y avait une question dans le chat, mais on va devoir rendre l'antenne, parce que la promesse est de terminer à 9h. En tout cas, allez, je la pose ? Vous me permettez ? Bon, allez. Quand un leader n'est pas à sa place de manière naturelle, car sa place a été obligée, comment son équipe peut l'aider à trouver son intention et qui peut aider cette équipe ? Je connais déjà la réponse. Venez donc faire une séance d'équi-coaching. Si une personne n'est pas à sa place, déjà c'est important qu'elle identifie qu'elle n'est pas à sa place, et je pense qu'effectivement le travail avec le cheval va lui permettre d'identifier qu'elle n'est pas à sa place. Et puis après, c'est effectivement en équi-coaching, on va faire travailler toute l'équipe autour de quelle est la place de chacun, et puis on peut aussi aider quelqu'un à évoluer dans sa place, c'est-à-dire que spontanément il peut ne pas être dans un mode de leadership s'il en a besoin, parce que des fois on a besoin d'être aussi un leader dominant. Des fois, on a besoin d'être un leader naturel, mais des fois, un chef d'entreprise, il a besoin d'être un peu un leader dominant. Mais un leader dominant, c'est pas forcément un leader qui va taper sur tout le monde et qui va bousculer tout le monde. Et c'est juste comment... Parce que les choses sont extrêmement fines avec le cheval. Donc, c'est comment est-ce que je deviens de manière incarnée un leader dominant. Mais voilà, et quand je suis de manière incarnée un leader dominant, c'est juste que le cheval ne va pas me faire reculer, mais même d'un micro-pas.
Hein, parce que si je recule d'un micro-pas, c'est lui qui a pris le lead. Et c'est juste ça, c'est question. Moi, j'accompagne les gens comme ça. C'est voilà, prends la posture, quoi. Et si tu prends la posture et que tu fais face au cheval, tu deviens un dominant. Donc voilà, un dominant dans la dominance, pas dans la domination, encore une fois. Tu as une réponse très très courte et puis après vraiment on arrête. Je reviendrai juste à la différence entre la force et la puissance. En fait, il n'y a pas meilleur leader que celui qui est authentique et aligné. Pour moi, la clé, elle est là. Celui qui force le trait et qui veut mettre le costume de celui qui est fort et qui est leader, ça ne marchera pas. Donc, c'est d'être authentique, en fait, et de travailler sur sa puissance. Et bien voilà, l'événement matinal est terminé. Merci. Gratitude pour ce moment composé ensemble. Je vous donne rendez-vous, attention, le 11 avril prochain. Et je vous propose de parler du super pouvoir des fleurs avec Carole Carole Dubreuil qui assistait de Grenoble à cet événement matinal et qui viendra nous parler des pouvoirs des fleurs pour attirer les bons insectes. Et puis on parlera donc avec Camille Travers, qui est ici dans la salle, de la marque employeur et du super pouvoir des entreprises qui travaillent sur la marque employeur pour attirer les bons talents. Voilà, save the date et je vous souhaite une très belle journée à chacune et à chacun.